S'il était possible de vous offrir un tableau fidèle et raisonné de la suite des recherches et des combinaisons exécutées par Comté, ce tableau serait un des ouvrages les plus précieux de l'industrie et vaudrait à lui seul bien des livres. Tel est présenté le personnage de cet épisode par le philanthrope Joseph-Marie de Gérando dans son éloge funèbre. Il faut dire que Nicolas-Jacques Comté a légué un héritage important à la France tant cet homme, venu de l'Orne, a éclairé son époque de son génie. Peinture, sciences diverses, chimie, industrie, invention mécanique, on disait de lui, je cite, qu'il semblait qu'il suffit de demander une création au génie de Comté pour la lui voir engendrer. Mais quelle est donc l'histoire peu populaire de ce Normand dont les mérites sont pourtant vantés avec tant d'honneur? Quels sont ses apports à la France? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand, préparé sous le parrainage de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et notamment aux côtés de Jordan Slimani, chargé de conservation de la commission Histoire. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez le son à la rencontre de Nicolas-Jacques Comté, l'ingénieur au service de la France à l'heure de la Révolution française. C'est le 4 août 1755 à Saint-Cénery-Pressé dans l'Orne que Nicolas-Jacques Comté a vu le jour. Il est le troisième enfant et notamment le deuxième fils de René, son père, petit laboureur décédé très tôt, et de Anne Aubray, sa mère, tisseuse de laine. Le jeune Comté fut donc élevé par sa mère, mais aussi sa tante et surtout l'abbé Desfossés, qui lui enseigna les lettres latines pendant près de 2 ans. Ils furent, à n'en point douter, les premiers témoins de l'ingéniosité qui semblait animer l'enfant, toujours occupé à bricoler des objets d'une certaine allure, sans maître, sans secours, avec les seuls instruments construits par lui-même. Pour preuve, on raconte qu'à 9 ans seulement, Comté réussit à fabriquer un violon à l'aide d'un simple couteau. D'une santé fragile cependant, il fut placé en 1766, à 11 ans donc, à l'Hôtel-Dieu de C dans l'Orne, et pris en charge par la supérieure, Madame de Prémels. C'est dans cet endroit préservé qu'il révéla son esprit d'invention et son goût pour la mécanique, le bricolage et la peinture. Débrouillard, créatif et inspiré, il s'amusait fréquemment, sans autre crayon qu'un charbon de bois, à dessiner toutes sortes de formes ou de représentations au point même que l'évêque de C, Monseigneur Duplessis d'Argentré et la supérieure de l'hôpital l'ont encouragé à peindre pour l'établissement. Et c'est à ce moment-là qu'il a impressionné son entourage, en parvenant, à 14 ans seulement, de terminer les peintures de la chapelle, surprenant les sœurs de l'établissement, ou en remplaçant tout bonnement, au pied levé, le peintre officiel lorsqu'il était malade, à qui il préparait jusque-là les couleurs. Et il y a de nombreuses sources que j'ai pu retrouver en préparant cet épisode qui nous disent qu'au XIXe siècle encore, nous pouvions observer ces peintures dans l'église de l'Hôtel-Dieu où l'on admirait comment ce jeune homme, n'ayant jamais eu d'autre maître que la nature, avait pu à quelques incorrections de dessin près exécuter de pareilles compositions. Ces faits d'armes artistiques ont attisé la curiosité en dehors de l'Hôtel-Dieu, vous vous en doutez bien, et de nombreuses commandes de portraits notamment se sont manifestées à lui, et il faut dire qu'il se fit rapidement une réputation dans toute la province par la ressemblance de ses portraits, la rapidité de ses coups de pinceau et la fraîcheur des coloris, de sorte que l'intendant d'Alençon l'a encouragé à aller perfectionner son talent à Paris. C'est une première étincelle. Mais Comté n'a jamais voulu laisser de côté ses inventions. Voyageant entre Paris et son village natal, il entreprit de mener une double carrière à 29 ans. En atteste toujours poussé pour dépasser les limites de la technologie de l'époque, il fit notamment décoller un ballon gonflable depuis le sommet de l'une des tours de la cathédrale de C pour une expérience dans le domaine de l'aérostation, discipline qui deviendra sa spécialité. Imaginez à ce moment-là la surprise et la curiosité des habitants voyant un jeune homme tenter de faire voler un engin depuis ce monument sacré, du jamais vu dans la contrée à n'en point douter.
Toujours dans l'Orne, Nicolas-Jacques Conté a démontré son talent lors des travaux sur les terres d'un seigneur d'Alençon pour lever le plan. Trouvant la méthode usitée jusqu'alors, longue et peu sûre, il inventa tout simplement un instrument très simple pour mesurer les distances. Dans le même temps, Conté fit aussi exécuter une machine hydraulique très ingénieuse qui fut soumise à l'examen de l'Académie des sciences. Conté, à ce moment-là, durant sa première double carrière entre peinture et le domaine de la mécanique, du bricolage, épousa une femme issue d'une des premières familles de Normandie par ses parents maternels. Mais avec peu d'argent en commun, notre Normand trouva un nouveau motif pour redoubler de zèle dans sa double carrière. C'est ainsi qu'il prit la décision d'utiliser l'argent gagné par son art pour amorcer ses activités dans le milieu scientifique, mais cette fois-ci à Paris. Arrivé dans la capitale du royaume de France, son temps se trouva partagé entre les portraits qu'on lui commandait de toutes parts et les études qu'il voulait continuer. Lancé dans le grand bain de la vie intellectuelle parisienne, ses débuts furent un succès pour notre Normand qui s'est taillé une jolie réputation de portraitiste dans les milieux mondains, notamment dans l'entourage du duc d'Orléans, tout en parvenant à suivre ses cours d'anatomie, de chimie, de physique et de mécanique avec brio. Avec la Révolution française, la France fut attaquée de toutes parts et le comité du salut public songea à l'utilisation des aérostats dans les opérations militaires, ce qui permettait d'observer, à partir de ballons en quelque sorte, le déroulement des conflits armés. Ainsi, Conté fut appelé pour intégrer une commission de savants et surtout chargé de l'animer pour trouver des moyens de consolider la défense nationale. Dans le contexte de la Révolution donc, où les opinions étaient divergentes dans la société et alors que la France était attaquée de toutes parts, il s'est vu confier la direction de l'école d'aérostation établie à Meudon, avec sous ses ordres un rassemblement confus de jeunes gens issus de toutes les professions du pays, sans aucune formation de chimie, de dessin, ni de mathématiques, pour créer, au bout du compte, une technique entièrement nouvelle. Il y a eu du pain sur la planche, hein. Et pour, justement atteindre cet objectif, Conté dut se multiplier pour dispenser des leçons théoriques, mais aussi pratiques, en faisant exécuter par les mains de ses élèves les modèles qu'il donnait, les instruments qu'il imaginait, passant souvent ses nuits à préparer les dessins qui servaient à ses leçons, ou bien à faire des expériences variées, parfois même dangereuses. Il entreprit par exemple diverses expériences pour reconnaître l'altération que le gaz hydrogène pouvait produire sur l'enveloppe des aérostats pour permettre de gagner en altitude notamment. Il s'agissait de préparer les gaz avec plus d'économie, de rapidité, en plus grande abondance, de rendre les enveloppes plus solides, plus imperméables aussi, les vernis plus souples, moins sujets à s'oxyder. Et c'est ce fameux danger que je viens de vous évoquer qui causa la perte notamment de son œil gauche. Si vous cherchez des photos de Nicolas-Jacques Conté sur internet ou même si vous regardez la pochette de cet épisode, vous verrez qu'il y a effectivement un bandeau sur son œil gauche. Car en effet, une nuit, Conté avait préparé plusieurs matras remplis de gaz différents et de morceaux de taffetas enduits de compositions diverses. S'étant fait donner de la lumière à l'extrémité de son laboratoire, il voulut enlever le bouchon d'un des matras pour essayer le gaz qu'il renfermait. Mais un courant d'air s'est formé, entraînant le gaz d'hydrogène sur la flamme de la lampe et... aïe, s'ensuivit une terrible détonation qui brisa tous les instruments de verre, dont les éclats atteignirent toutes les parties du corps de notre Normand, dont son œil. Un moment peu confortable, on l'imagine, pour Nicolas-Jacques Conté. Comme l'a écrit Stéphane William Gondouin dans son article de la revue Patrimoine Normand en 2023, Nicolas-Jacques Conté a bel et bien, je cite, littéralement donné son corps à la science, ce qui ne l'a pas empêché d'innover à nouveau pour la France.
Un extrait du morceau Allegro Manum Troppo Adagio de Jean-Marie Leclerc pour poursuivre cet épisode en musique. Malgré cet accident malheureux, Comté s'est révélé une nouvelle fois utile à la France, à bien des égards. Alors que la toute jeune République française rêvait d'exporter ses idées révolutionnaires, que ses armées lançaient l'offensive sur tous les fronts et multipliaient les conquêtes, la flotte britannique est venue affaiblir le pays en instaurant un strict blocus maritime. Conséquence inattendue, les livraisons de crayons made in England furent arrêtées. Et la France n'eut plus du tout accès à la plombagine, une matière première provenant des sous-sols du Cumberland, devenue indispensable à la fabrication des mines de crayons de l'époque. Or, l'approvisionnement des officiers, des ingénieurs, des topographes militaires en crayons de qualité supérieure était à cette époque un enjeu important de la guerre, de la souveraineté d'un État. Mais si le strict blocus est venu empêcher la livraison, il y a eu une pénurie dans le pays, et c'est comme si l'électricité était coupée sur le champ de bataille de nos jours. Que ferions-nous pour utiliser les matériaux technologie dernier cri ? Compliqué, vous en conviendrez chers auditeurs. Face à la menace de pénurie, la Convention nationale sollicita, vous le devinez, celui qui, selon le mathématicien Monge, a, je cite, toutes les sciences dans la tête et tous les arts dans la main. Un peintre dont les talents de portraitiste lui ont permis de quitter sa Normandie natale pour conquérir les notabilités parisiennes. Un savant dont les expérimentations sur l'hydrogène ont offert à son pays l'occasion de consolider son avantage militaire dans le domaine aérostatique, Nicolas Jacques Comté. C'est ainsi que le 11 Pluviose en 3, c'est-à-dire le 3 janvier 1795, le citoyen Comté a déposé un brevet de 10 années pour fabriquer des crayons artificiels. D'abord, il trouva dans les Alpes un gisement de graphite, puis il développa une recette à base de kaoline pour fabriquer des mines de meilleure qualité. Et comble du suspense, l'issue s'est montrée victorieuse. Miracle! Le peintre savant est ainsi parvenu en quelques jours à substituer la plombagine britannique, anglaise, par un procédé naturel à base d'argile et de mine de plomb. Impossible n'est pas français. Encore de nos jours, il faut que nous ayons cette maxime en tête. Les nouveaux crayons possèdent alors de nombreux atouts. Tout d'abord le prix. Le graphite employé est de moindre qualité et se trouve un peu partout. Ensuite, le processus de fabrication peut être industrialisé, la mine étant protégée par 2 demi-cylindres de bois. Enfin, en faisant varier la température ou la proportion des intrants, la mine peut être plus ou moins grasse. Le crayon à papier moderne fut donc inventé, celui que nous utilisons encore aujourd'hui, celui que nous pouvons trouver à Ikea par exemple, ou dans les magasins, les grandes surfaces ou les papeteries. Bref, c'est une invention française qui plus est normande. Il éleva en moins d'une année la manufacture de crayons portant son nom. La marque existe toujours sous le nom de Comté à Paris. Initialement, la marque s'est appelée Comté, on a rajouté pour l'époque contemporaine à Paris, et très vite son invention s'est vue récompensée. L'outil fut plébiscité à l'exposition des produits de l'industrie française de 1798 par exemple, a obtenu 2 ans après la médaille d'or des arts et métiers. Comté s'est attaché à améliorer le crayon en papier en rendant plus agréable sa prise en main, ou en tentant d'y adjoindre un nouveau genre de couleur inaltérable. Lorsque son devoir pour la nation est revenu animer sa vie, 1797, direction l'Égypte avec Napoléon Bonaparte. Sur accord du Directoire, à condition qu'il réunisse lui-même les fonds nécessaires et qu'il rentre en France dans les 6 mois après son départ, Napoléon Bonaparte s'est lancé dans une expédition audacieuse au pays des pharaons pour affaiblir le commerce anglais en coupant la route militaire entre Londres et les Indes. Nous sommes toujours dans ce conflit qui oppose la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne notamment. Rapidement, Bonaparte s'est procuré 8 millions de francs grâce aux contributions des républiques sœurs de la France en Hollande, en Suisse et en Italie, a sélectionné 21 demi-brigades parmi les meilleures de France, soit environ
38 000 soldats, est parvenu à convaincre certains des généraux les plus talentueux de l'armée française du moment à venir avec lui, comme Alexandre Berthier, Jean-Baptiste Kléber ou encore Louis Desaix, mais s'assura également des services de 167 savants et érudits parmi les plus distingués de France, dont notre Normand, pour donner un caractère scientifique à ce long voyage. Dirigé par le mathématicien Gaspard Monge, ces savants avaient pour mission de mener des recherches et de mettre en valeur les progrès scientifiques de l'Europe. Et il faut dire que Comté s'est imposé comme un élément incontournable durant cette expédition que l'historien normand Laurent Ridel honore en l'élevant comme étant, je cite, le sauveur de l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte dans son article pour le journal Actu.fr publié en 2017. Il faut dire que l'empereur déchu dira lui-même lors de son exil à Sainte-Hélène, je cite, qu'il était capable de créer les arts de la France au milieu des déserts de l'Arabie. Mais alors, que s'est-il réellement passé ? Comté a suivi Bonaparte en Égypte en tant qu'aérostier, reconnu pour sa pédagogie et son esprit ingénieux, mais dès l'arrivée de la garnison tricolore, ce sont finalement toutes ses capacités qui furent sollicitées à cause d'une série de mauvaises nouvelles, notamment le fait que les Anglais coulèrent la flotte française à Aboukir, que d'autres navires français furent naufrages en manœuvrant dans le port d'Alexandrie et, à la stupeur générale, Bonaparte et ses compagnons se sont rapidement retrouvés prisonniers de l'Égypte. Les ingénieurs privés de leur matériel, reposant dans les bas-fonds de la mer, il a fallu tout construire, fabriquer sur place, et la débrouillardise de notre Normand s'est effectivement révélée vitale, essentielle pour Napoléon Bonaparte et l'armée française. Il fut nommé à la tête des ateliers mécaniques d'Égypte. Nicolas-Jacques Comté, assisté d'Égyptiens et d'ingénieurs français faisant partie de la délégation, dut répondre à ce défi d'autoproduction dans un climat de guerre. Imaginez le poids des responsabilités sur ses épaules. Par exemple, lors d'une bataille à Alexandrie, alors que l'armée tricolore s'est trouvée menacée par les Anglais et dénuée de tout moyen de défense, il est parvenu à construire des fourneaux à boulets rouges en 2 jours pour permettre à l'artillerie de défendre la position. Premier fait d'armes. Dans la capitale de l'Égypte, Comté a organisé un véritable complexe industriel en érigeant des ateliers dans lesquels étaient créés jusqu'au plus primitif des outils, lime, étaux, ciseaux, chaudières, soufflets hydrauliques, l'acier, la toile, les vernis et le carton. Des fonderies furent élevées pour forger des machines, fondre des canons, forger des sabres, battre monnaie ou encore fabriquer la poudre. Bref, il a fallu tout organisé sur place. L'armée manquait d'habits, Comté fit fabriquer du drap. Les ingénieurs, les chirurgiens manquaient d'instruments de mathématiques et de chirurgie, Comté sut s'accommoder pour pourvoir à tous les besoins. Il fournit aussi des lunettes aux astronomes, des loupes aux naturalistes, des crayons aux dessinateurs. Des mécanismes ont aussi été créés pour bâtir des moulins à vent, pour produire de la farine, aussi bien que nous pouvons lire dans l'article de France Pittoresque cet extrait qui résume bien l'impact français lors de cette expédition hors d'Europe. Je cite, « Toutes les industries de l'Europe naissaient soudain en Afrique, et l'habitant du désert, courbé sur le creux du rocher de grès, où se broie son blé, relevait la tête, étonné de voir tourner des moulins à vent. » Le miracle de l'expédition de Napoléon Bonaparte s'est produit grâce à la somme des forces vives des génies ayant composé le corps expéditionnaire, mais aussi par l'implication de notre Normand qui permetta à l'armée française de résister 3 ans à la pression militaire des Anglais et des Turcs jusqu'en septembre 1801, date de la capitulation face aux Anglais et le retour des Français sur leurs terres. D'un peuple généreux, aux tyrans de la Germanie, les tyrans de l'Europe, enfin sont réunis.
Un extrait du morceau L'Offrande à la liberté de François-Joseph Gossec. Alors, nous pourrions se dire que notre personnage n'eut plus qu'à jouir, en son pays, de la réputation qu'il avait acquise, et auprès de sa famille, qui plus est à 46 ans. D'autant plus quand ce retour en France fut celui du triomphe, premièrement par le fait que les 3 généraux qui successivement avaient commandé l'expédition se sont empressés de rendre justice à celui qui, selon l'expression du général Menou, avait nourri et habillé l'armée. Mais aussi qu'en deuxièmement, informé des exploits de l'ingénieur, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Antoine Chaptal, en personne, lui a adressé un courrier. Il est permis de s'enorgueillir quand on peut dire comme vous « J'ai fabriqué le premier acier, j'ai fondu le premier canon ». Mais Nicolas Jacques-Conté, éternel inspiré, fidèle à lui-même, n'a pas su rester désœuvré. Inutile à son pays, éloigné de l'atelier ou de son établi pour dessiner de potentielles nouvelles inventions, non. Son génie a continué d'inspirer les Français et le monde. C'est ainsi qu'il fit partie cette même année, 1801, des fondateurs de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, présidée dès lors par un certain Chaptal. Tiens, il y en a qui ont eu la suite dans les idées, ou encore, souvenez-vous chers auditeurs, de Nicolas Louis Vauquelin, le Calvadosien. Le but, rassembler les génies de la France pour soutenir leurs idées, financer leurs projets pour rattraper et concurrencer l'industrie britannique, selon les documents retrouvés par Jordan Slimani, que je salue. Conté figure dans la toute première liste des membres du comité des arts mécaniques, aux côtés d'autres personnalités remarquables telles que Claude-Pierre Mollard, qui fut le premier administrateur du CNAM, Gaspard de Prony, ingénieur des ponts et chaussées, physicien, académicien des sciences, spécialiste de l'expertise des forces et des machines à vapeur, ou encore de Guillaume Ternot, un des premiers industriels français du textile lainier. C'est aussi Daniel Bloin, historien et ancien professeur d'histoire, l'un des fondateurs de la commission d'histoire de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a mis en avant le rôle de Conté au sein de l'institution, qui nous rappelle que notre personnage occupa le rôle d'expert chargé de proposer, évaluer, promouvoir les projets industriels novateurs. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'exposition des produits de l'industrie française tenue en 1802, que notre Normand fit partie du jury aux côtés de Claude Anthelme Costaz, Claude-Pierre Mollard ou encore de Joseph Montgolfier, l'inventeur, de la montgolfière pour examiner notamment les échantillons des filets de pêche. Conté, durant cette période au sein de la Société d'encouragement, a présenté plusieurs inventions, pas toutes retenues du fait du nombre important d'expérimentations, mais qui néanmoins ont été enregistrées, classées par les administrateurs de l'institution et que nous pouvons retracer au fur et à mesure grâce justement à ces documents. C'est ainsi qu'en 1802, Conté a publié un rapport sur les pots et taffetas vernis de Müllerstein. 1804, il y a eu la proposition d'une amélioration de poêles de Voyenne dans le cadre de la commission spéciale chargée d'étudier les moyens d'économiser du combustible. D'ailleurs, dans le rapport de cette commission, notre personnage y est présenté, je cite « Monsieur Conté, qui n'est étranger à aucun du genre de découverte, et dont le génie paraît familiarisé avec elle, présenta spontanément l'idée d'adapter au cornet des poêles un tuyau intérieur ouvert à 2 extrémités qui, donnant sans cesse passage à l'air et réchauffant celui qui le traverse, répandrait ainsi la chaleur dans l'appartement d'une manière plus abondante et plus rapide. Cette idée fut exécutée sur le champ et qu'en quelque sorte improvisée, elle eut un succès complet. Ce procédé a de plus l'avantage de n'entraîner presque aucune dépense et nous ne doutons point que dans la construction des tuyaux de poêle, on ne s'empresse de l'exécuter universellement. Une nouvelle preuve de l'apport de notre Normand dans l'amélioration d'inventions. 1804, invention d'une machine pour servir à l'arrosement des terres. Après cette dernière invention, l'altération de sa santé est venue handicaper Conté,
qui n'arrêta cependant pas son activité, lui dont l'esprit fut habitué à la lutte et à la persévérance. Mais, au bout du compte, comme tout humain, malgré une force de vie qui enflammait son être durant tant d'années, ses forces physiques eurent raison de lui, avec un décès survenu le 6 décembre 1805, dans sa 50e année. Les hommages adressés à Comté furent nombreux, sincères, et à l'image de ce que cet homme a représenté pour le pays. Son secrétaire et son ami, M. Vessier, l'illustre M. Biot, l'excellent M. de Gérondeau, ont tour à tour rendu hommage à la mémoire de Comté et retracé ce qu'il a fait pour la France. La Société d'encouragement ne manqua pas de saluer la mémoire de Comté, je cite un extrait. « La mort vient d'enlever à la France et aux arts M. Comté, décédé à Paris le 15 Frimaire dernier. Ses connaissances profondes et variées, les utiles inventions dont il a enrichi son pays, le zèle qu'il a montré pour le bien public, lui ont mérité l'estime et les regrets de ses compatriotes. C'est surtout en Égypte qu'il a déployé toutes les ressources de son génie. Les personnes qui l'ont connu dans ce pays se rappellent les services qu'il a rendus à l'armée française et les savantes recherches dont il n'a cessé de s'occuper. Mais retenons également, chers auditeurs, cet extrait de l'éloge de Gérondeau, formidable, je cite. « Nous pouvons le dire avec orgueil, la présence de Comté eût suffi pour assurer le succès de la Société d'encouragement, pour rendre ses travaux utiles à la France. Le bonheur de l'avoir possédé, quoique trop peu, pour la chose publique et pour nous, suffirait aussi à notre gloire. Encore aujourd'hui, la mémoire de Nicolas-Jacques Comté se perpétue à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, grâce à la présence d'un buste à son effigie dans le hall d'entrée de l'hôtel de l'industrie à Saint-Germain-des-Prés, qui rappelle le souvenir de cet inventeur de génie. Je vous invite d'ailleurs à vous y rendre, vous serez accueillis avec chaleur. Lui dont son crayon de papier reste, plus de 220 années après son invention, encore incontournable dans les ateliers d'artistes, dans les trousses des écoliers. Nicolas-Jacques Comté, normand, nous rappelle par son histoire que lorsque tout semble fini et irréversible, l'espérance et le génie d'un homme, d'un peuple qui croit en lui peut changer le cours de l'histoire. Saluons alors la mémoire de notre compatriote qui mériterait une plus grande reconnaissance en un point douté. Désormais, chers auditeurs, vous saurez. Voilà, c'est la fin d'Histoire de Normand consacrée à Nicolas-Jacques Comté. Merci infiniment à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale de son parrainage, de son soutien, à Jordan Slimani et aux membres de la commission Histoire de cette institution pour la transmission de toutes ces ressources me permettant de vous raconter la destinée exceptionnelle de Comté avec exactitude, avec précision et en étant sourcé, comme toujours bien entendu. Et merci également à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la série et c'est la preuve que la destinée exceptionnelle de personnages oubliés ou méconnus intéresse, surtout peut-être dans un contexte national dégradé où nous avons besoin de bonnes ondes, de nous remémorer, de nous rappeler des apports des grands hommes à la réussite, au succès de notre nation. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Normand. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très vite en Normandie.